Alors que sort mercredi le film événement de la suite de Dune, de Denis Villeneuve, Dune et de 2, je pense qu'absolument tous les branlos de YouTube ont fait cette vanne de merde, je voudrais aborder un des chefs-d'œuvre qui a 40 ans cette année, et sans qui cette version moderne n'aurait jamais pu voir le jour, Dune de David Lynch. Voilà, non, pas d'autres idées pour l'intro. Donc place à la collaboration commerciale du jour, sans qui cette vidéo n'aurait pas pu voir le jour, NordVPN. Parce que vous le savez, dans la vie, j'ai deux passions, la protection numérique et le sable. Qu'est-ce que tu fous encore? À propos d'eux. Comment ça, à propos d'eux? À propos de quoi, d'après toi? Mais j'en sais rien, moi, c'est toi qui me demandes. Qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Ah, ça, c'est parce que je vais en Albanie. Tant de questions, si peu de temps. Bon, pourquoi tu vas en Albanie? Et pourquoi t'es sapé comme ça? Alors très simple, en Albanie tu peux regarder les vidéos sans pub, hein, c'est interdit là-bas, et je me sape comme ça pour résister aux rudesses du désert. Le désert? En Albanie? Mais, what? Alors oui, c'est vrai qu'en ce moment, les pubs sur YouTube, ça devient n'importe quoi, même si on les désactive, apparemment elles sont quand même là. Et oui, effectivement, quand tu regardes YouTube depuis l'Albanie, effectivement, t'as pas les pubs qui viennent te polluer les vidéos. Mais si tu veux mater tes vidéos tranquilles depuis l'Albanie, t'as un NordVPN, t'es pas au courant depuis le temps. Il suffit juste de te connecter là-bas et YouTube reconnaîtra tout pareil que t'es là-bas en fait. Ouais, mais c'est de la douille ça. Il y a plein de gens en commentaire qui disent que c'est pas vrai, que c'est de la publicité mensongère, que les navigateurs reconnaissent quand t'es connecté derrière NordVPN et donc du coup qui te connectent là où t'es physiquement. Donc, je me prépare. Alors, si, bien entendu que ça marche, on l'utilise tout le temps, nous. Ça marche pour YouTube, donc pour les pubs, par exemple, en Albanie, mais aussi pour les vidéos à restriction géographique, hein, comme par exemple les pubs du Super Bowl, etc., qui sont disponibles que dans certains pays. Ça marche pour la RTBF, pour pouvoir mater la Formule 1, vu que les gars négocient pas partout les droits de diffusion, bon, après, ça doit de voir. Mais ça marche aussi pour les plateformes de streaming, bien entendu, vu qu'encore une fois, les catalogues sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Donc si, bien entendu que ça fonctionne, ceux qui disent le contraire, c'est juste des rageux qui ont jamais utilisé le service, ils ont entendu un truc sur Internet et ils le recrachent comme ça, mais bien entendu que ça marche. Par contre, ça n'explique toujours pas pourquoi tu es sapé comme ça pour aller en Albanie. Pour résister au désert. Le désert, en Albanie. Tu sais où ça perche l'Albanie à peu près ou... Non, mais ça sonne désert. Mais qu'il est con. Quoi, c'est pas ça? Ah, si, l'Albanie. Ah non, j'avais pas compris. Si, oui, bien sûr, le désert, tout ça, oui. Ah, voilà. Ah ouais, ta combi, c'est très bien pour te protéger, notamment des radiations du soleil. Hein. Mais si tu veux protéger ta connexion numérique, notamment quand tu voyages, tu as NordVPN. T'as 67% de réduction sur l'abonnement de 2 ans et 3 mois offerts en cliquant sur le lien en description. Ah bah ok, merci NordVPN hein, pour tout ça, et merci d'aider cette chaîne à produire ces vidéos. Du coup, tu pars plus? Oh bah du coup, non, flemme, non, c'est bon. Et puis en plus, je sais même pas où c'est l'Albanie. Là. Dune est une œuvre de SF absolument majeure. À la base, c'est un jeu vidéo sorti sur PC. Mais non, espèce de gros débile, à la base c'est une série de bouquins. Le jeu vidéo il est tiré du film lui-même tiré des bouquins. Ah bon, t'es sûr? Mais nous on va parler du film, hein, pas des bouquins, rassure-moi. Non parce que le bouquin, ça fait 20 ans que je l'ai pas lu. Pareil pour le jeu vidéo, j'ai absolument aucun souvenir. Pourtant j'y ai passé des heures dessus, mais... Oui, on va bien parler du film, ouais. Ok, ça me rassure. Et puis de toute façon, Marty a déjà prévu de vous faire une vidéo sur tout l'univers de Dune, hein, et ça sera vachement bien, donc je m'attarde pas. On va juste nous rester sur le film de 1984, celui avec pas Zendaya donc, hein, puisqu'elle était pas née. Et puisque, bien entendu, hein, comme Zendaya, vous avez la vidéo de Yann déjà disponible sur le film de Denis Villeneuve sur sa chaîne. Bien, donc en résumé, voilà l'histoire du film. Oui, je sais, je fais un résumé ici directement parce que le film présente tellement bien l'histoire que voilà. Nous sommes en 10 191. Dune, c'est le nom d'une planète. Un peu comme MR6 qui est le nom d'une ville, hein. Vous voyez un peu le truc. Et qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette planète Dune? Eh ben, c'est encore une putain de planète de sable de mes couilles de sa mère, la Dune! Je n'aime pas le sable. Oui, comme nous tous, Anakin, comme nous tous, on sait. Par contre, ce que je sais moins, ce que je comprends vraiment pas, c'est pourquoi encore du sable, du sable, du sable. C'est quoi le délire avec le sable? C'est comme les vieux avec Perceval, c'est mystérieux, c'est ça? Bon, après, dans l'absolu, c'est vrai que Dune a été là la première, hein, donc ouais, peut-être que c'est les autres qui ont copié dessus, mais bon, encore un putain de désert, quoi. Bon, mais cette planète, c'est pas vraiment que du sable, hein. Il y a également un truc qu'on appelle l'épice. Alors ce truc, l'épice, c'est génial puisque c'est un filtre de longévité, ça permet d'être aware, d'ouvrir sa conscience, mais c'est également très utile pour Camoulox, déformer l'espace-temps et ainsi se déplacer dans la galaxie instantanément. Parce que pourquoi pas? Ah bah si, en fait, au lieu de te déplacer d'un point A à un point B, en fait tu ramènes les deux points comme ça et puis t'es là et tu
retrouve là instantanément. Et ça intéresse fortement une petite asso appelée la Guilde Spatiale. Et l'épice, il n'y a que sur Dune qu'on trouve ça dans toute la galaxie, que sur Arrakis, de son nom officiel, que ça se cultive. Donc un peu comme le pétrole, à partir de là, tout le monde se tire la bourre pour récupérer cette denrée précieuse. Au sommet de tout ça, on a l'empereur Padishah Shaddam IV. En dessous, on a d'un côté les Atreides, c'est les héros, les gentils on va dire, et de l'autre, on a les êtres les plus soyeux de l'univers, un mélange de douceur entre la rosée du matin et une feuille de papier toilette Lotus, des bébés carlins dans les bras d'Anna de Armas, les Harkonnen. Problème, le duc Leto Atreide est plutôt populaire. Et ça, l'empereur, il aime pas des masses. Il envoie donc toute la petite famille sur Arrakis officiellement pour gérer la production d'épices, mais en fait, il envoie aussi les Harkonnen pour buter les Atreides dans le feutré. Parce que la guilde lui a commandé. Bon, commencez par là. Il y a des complots, des machins, des magouilles. Ah oui, et dernière douille sur Dune Arrakis, il y a un peuple mystérieux plein de mystères qu'on appelle les Femen. Des nanas qui se baladent, donc les boobs à l'air. C'est Fremen, avec un R, pas Femen. Ah oui, je me disais aussi, c'est étrange qu'elles se pointent comme ça. Donc voilà, tant pis, pas de boobs dans le film. D'ailleurs, elles deviennent quoi les Femen? Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler, non? Si vous avez des news, n'hésitez pas dans les commentaires. Bref, les Fremen, donc, qui attendent la venue d'un sauveur, d'un être suprême, à grands coups de prophétie. C'est toujours cool, les prophéties. Voilà, j'espère que j'ai tout compris, et que vous aussi, mais vous allez voir, le film est vraiment absolument limpide sur les intentions de chacun. Donc normalement, ça devrait aller. Le film présenté ici date de 1984, une bonne année de merde, si vous voulez mon avis, tant dans la fiction que dans la réalité. Mais ça fait depuis les années 70 qu'Hollywood essaye d'adapter l'œuvre de Frank Herbert. Oui, c'est vrai, on l'a pas dit, mais l'auteur des bouquins, il s'appelle Frank Herbert. Un certain Arthur P. Jacobs, producteur notamment des films La planète des singes dans les années 60-70, pose un petit billet sur la table pour en faire un film. Bon, il se trouve que le gars décède en 1973. Comme quoi, il n'y a pas qu'en France qu'on a des problèmes d'arrêt maladie intempestif. Voilà, le mec, sous prétexte qu'il est décédé, il bosse plus. Désolé les gars, je vais pas pouvoir venir bosser, j'ai malencontreusement péri. Encore une belle mentalité de merde, ça. Bref, les droits se retrouvent sur le bureau du producteur français Michel Seydoux, frangin de Jérôme et tonton de Léa, et confie le bébé au célèbre Alejandro Jodorowsky. Pareil, on va pas s'attarder sur cette partie devenue mythique, alors que le film n'est jamais sorti. Je pense que Marty, encore une fois, en parlera bien mieux. Et au pire, vous avez le documentaire Jodorowsky's Dune, disponible sur les plateformes de VOD. On se retrouve donc en 1978 avec le producteur italien Dino De Laurentiis aux commandes. Dino, si son nom vous dit rien, si en fait il vous dit quelque chose. C'est un immense producteur, puisque c'est à lui qu'on doit notamment Le Parrain, Serpico, Conan le Barbare ou encore Le Silence des Agneaux. Le projet Dune est confié dans un premier temps à l'immense Ridley Scott, le mec est chaud patate, mais par contre le pauvre perd son frère aîné quelques mois avant et il a besoin d'un projet rapidement pour se changer les idées. Sauf que entre les désaccords entre Frank Herbert et le scénariste, le projet traîne en longueur, un peu comme d'habitude sur ce genre de projet, et Scott en 82 part donc vers un autre petit film qui aura un petit succès auprès d'une petite niche de fans, un certain Blade Runner. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est pas mal, c'est à voir. Le projet se retrouve alors sans réalisateur. Mais Raffaella De Laurentiis, la fille de Dino De Laurentiis, décide d'embaucher un certain David Lynch. Bon, toujours pareil, les mecs se tirent la bourre, les désaccords artistiques se créent, mais fin 1982, le budget de 40 millions de dollars est validé, et on est prêt à tourner. Et de là naît un chef-d'œuvre de perfection. 40 millions de budget pour 30 millions de recettes. David Lynch est tellement halluciné par la qualité finale du film qu'il souhaitera humblement retirer son nom du projet en tant que réalisateur ainsi que en tant que scénariste partout où il était possible de le faire. Il faut dire que la version du réalisateur américain qui durait normalement plus de 4 heures a habilement été ramenée à 2h16 par les vrais talents sur un film, les producteurs. Mais trêve de blabla, trêve de blabla, trêve de blabla, on attaque donc le film par... pas de bol, voilà, David Lynch en gros. Et un gros plan sur le magnifique visage de Virginia Madsen. Si, vous savez, Louise dans Highlander le Retour? Autre chef-d'œuvre incompris. Virginia Madsen qui incarne la princesse Irulan et qui place le contexte. Elle résume, avec la voix de la princesse Leia, tout ce que je vous ai expliqué de mythe plus haut, l'épice, l'empereur, Dune, tout ça. Est un moment d'une délicatesse extrême. Ah, si vous êtes parti pisser à ce moment-là du film, c'est mort, vous perdrez plus rien du reste du film. On peut voir que Carlo Rambaldi, le papa de E.T. et d'Alien avec Giger, a créé les créatures du film, et que Toto a fait la musique du film. Ok, pourquoi pas, je demande à voir, enfin à écouter. Ah mais si, oui, Toto, Africa, désert, mais oui, c'est logique. Ah non, attends, la musique est de Toto, mais le thème musical est d'un autre gars. Puis je me disais aussi, c'est pas tellement le style de Toto, et... Ok, donc David Lynch crédité, 2 fois, voilà, lui qui voulait passer incognito.
Donc là, dès le départ, on pose le contexte. On a 4 planètes. Kaitan, la planète de l'Empereur, Caladan, celle des Atreides, les gentils donc, Giedi Prime, celle des Harkonnen, et Arrakis, Dune, le sable, l'épice, tout ça. On nous dit que visiblement, il y a un complot pour saboter l'approvisionnement en épices, et donc tout naturellement, pas fou, les mecs de la guilde envoient des espions pour savoir un petit peu ce qui se trame. Bon, alors bien entendu, on est déjà sur ce principe du truc qui fume, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui descend d'un vaisseau. Alors, perso, j'ai déjà pris l'avion 2-3 fois, même des bus ou des trains, hein, qui sont des modes de transport tout à fait honorables, mais j'ai jamais été confronté à ces espèces de fuites de vapeur permanentes, quoi. Mais dans l'espace, ça semble être quelque chose de courant. On arrive chez l'Empereur, je suis pas fan de la déco, mais faut reconnaître que quand même ça a de la gueule. Et déjà le gars, on le sent moyen serein. Il demande à sa télépathe médium de l'accompagner à l'audience quand même. Les navigateurs se pointent avec leur propre frigo, locomotive, PC gamer qu'on n'a pas vu descendre du vaisseau avant. Les gars sentent bien le coup fourré avec la sorcière, hein, puisqu'il lui demande de décarrer. Que la sorcière du Bene Gesserit s'en aille. Bon après elle est télépathe, hein, donc même à travers les murs, normalement, elle doit pouvoir s'en sortir. Et effectivement elle s'en sort, donc qu'elle est décarrée ou pas, c'est la même chose. Là, t'as un truc qui débarque, on dirait Yann qui sort de la douche, ou un bocal de tripes. Ah non, attends, on dirait une sorte de carlin zombie à moitié décomposé ton truc là. Ah oui, oh non, il est trop pipou. Ah oui, et du coup, j'en profite pour vous redire, hein, Yann a fait une vidéo hein, sur le film de Dune, celui avec Zendaya. Donc, pas celui-là, forcément. Bref, le carlin mutant zombie, visiblement, c'est une sorte de créature marine qui se balade uniquement dans son aquarium. Donc rien que le truc, là, déjà, doit peser à peu près 807 000 tonnes à débarrouler à chaque fois qu'ils vont quelque part. Le truc explique qu'il a replié l'espace pour venir ici. Nous avons replié l'espace. Et l'autre con lui demande, avec la voix de Gillian dans Jace et les Conquérants de la Lumière... Comment était ce voyage? Il n'y a pas eu de voyage, justement, puisque tu replies le... Bref, la question est tellement con que le truc n'y répond même pas. Voyage. Beaucoup de machines sur X. Par contre, il voit vraiment beaucoup de choses, hein, les plans, les magouilles entre les différentes maisons. Je vois les plans à l'intérieur des plans. Et Paul Atreides, qui semble leur poser problème. Vous parlez bien sûr du duc Leto. Mais mec, mais t'es neuneux ou quoi? Ah non, mais y a pas que Trump et Biden hein, qui perdent la boule, hein. Le Vioc aussi, là, il a le ravioli complètement ravagé. Hein. Bonjour, je voudrais une baguette bien cuite. Vous voulez dire une tranche de lard? Bah non, débile. Ah ok, donc le zombie s'embarrasse même plus de diplomatie ou de masquer un peu le truc, hein, non, pas de problème. On n'y va pas avec le dos du couteau à beurre. Et donc tout le monde se casse en laissant une énorme flaque de pisse. Il y a bien un mec qui essaye vaguement de passer le balai, mais alors niveau hygiène... Et on découvre le jeune Orson Hodge. Attends, t'es sérieux? Kyle MacLachlan, c'est Twin Peaks, c'est Blue Velvet. Et toi, tout ce que tu retiens, c'est un pauvre rôle secondaire dans Desperate Housewives. Ouais... Quoi? Non mais ça m'étonne de devoir parler de Twin Peaks et Blue Velvet. Bah quoi? Je les ai vus, hein, je les connais très bien, David Lynch, ça a été un de mes rédacteurs préférés. Ah non, ok, non, c'est pour ça, c'est bon. Non, c'est parce qu'en fait j'avais écrit le texte pour Marty à la base, c'est pour ça. Sinon, c'est lui qui joue Cliff Van Der Cave dans le film La Famille Pierre à Feu aussi. Ah voilà, là je retrouve ta cinéphilie, même si ça me désespère. Et Housewives, voilà, t'avais raison. Et allez voir sa vidéo, hein, elle est vachement bien. Et donc, bref, le jeune Kyle MacLachlan, dont c'est le premier rôle au cinéma, et qui incarne Paul Atreides, et qui ensuite, effectivement, hein, fera les belles heures de David Lynch avec Twin Peaks et Blue Velvet. Paul, avec la voix de Sam Beckett, joue au jeu Dune sur Commodore 64. Et encore une fois, on donne toutes les informations dont le spectateur est censé être informé de manière très délicate. Ah bah en parlant de Sam Beckett, voici Hal justement avec la voix de Sean Connery. J'ai obtenu un livre bobine sur un petit spécimen. Le professeur Xavier, qui marche, attaque Paul qui se défend avec une sorte de chamallow mi-hologramme et dégueulasse derrière. C'est absolument somptueux. Tellement beau que personne ne s'est jamais osé à reprendre cette direction artistique. Si, regarde, le film est sorti en 1984, un an après le retour du Jedi. L'épisode 1, lui, n'est sorti qu'en 1999, 15 ans après. Ben, c'est le temps que George Lucas s'en remette. Il était trop dégoûté, le gars. Spielberg, il lui a fallu 9 ans pour sortir Jurassic Park après ça. Le temps qu'il se remette de l'émotion. James Cameron, 25 ans de PLS artistique avant d'oser sortir Avatar. Non, c'est vraiment magnifique, et en plus, ça rend la scène parfaitement lisible. Une belle estafilade. Estafilade. Voyez-vous ça? Toufir, avec la voix d'Icky, chevalier du Phénix, Tu feras un redoutable duc. tabasse Paul et fait sortir une sorte de Dalek du plafond pour tester la nouvelle combinaison. Bon, le truc a l'air à peu près aussi vif et dangereux que Tata Simone après son 8e verre de whisky de la matinée, mais en tout cas, la combinaison d'escrime de Paul semble très efficace. Donc là, on en apprend un petit peu plus sur la famille Atreides et notamment sur la mère Jessica. Elle appartient à une secte féministe un petit peu extrême, hein, le club de la télépathe révérende mère Gaius Hélène Moyam, de l'ordre des Bene Gesserit.
Ouais, non, vous emmerdez pas à retenir tous les blazes, hein, non, c'est pire que le Seigneur des Anneaux ou Hunger Games, l'Arcagad, là. Bref, Samantha, de l'ordre des fadas en robe, là, a ordre de ne concevoir que des filles. Alors, comment il contrôle ça, c'est pas expliqué dans le film, mais visiblement, elle peut décider si elle veut des filles ou des garçons. Et bien entendu, elle se fout à la colle avec le duc Leto, qui lui voulait un gars pour assurer sa descendance probablement, et donc elle choisit de lui faire un garçon, contre l'avis de la mère supérieure. Le duc Leto et père de Paul, avec la voix de Big Ben, lui passe un peu la pommade. Le dormeur doit se réveiller. Le dormeur doit se réveiller. Juste après que son père lui ait dit « le dormeur doit se réveiller », il file se taper un ronc. Il rêve de cette putain de planète des sables et en fait des cauchemars. On ferait à moins. Il rêve également de Sting et d'une meuf aux yeux bleus jouée par Sean Young et doublée par Mike Dara. Usul, parle-moi de ton monde natal. Pourquoi elle l'appelle Usul? Va falloir qu'on se mette à traiter tout le monde de facho maintenant? Bon, du coup, Jessica est pas très contente parce que la vieille tarée vient mettre Paul à l'épreuve et visiblement, il risque d'y rester. Bon, l'épreuve, c'est juste une histoire de main dans la boîte hein, et de mental. Mais Jessica a carrément peur de le perdre. Bon, la mère supérieure gueule un petit peu pour des histoires de lignée, d'héritage et de généalogie, et va chercher Paul avant d'annoncer calmement que de toute façon, tout le monde va crever. Parce que oui, alors déjà que Jessica n'avait pas le droit d'avoir un fils, en plus, elle s'est démerdée pour avoir le cousin ça dérape. Enfin, un truc comme ça, quoi. L'être le plus puissant de l'univers. L'être le plus puissant de l'univers, mais que la meuf a peur de perdre à cause d'une épreuve d'une boîte, quoi. C'est logique. Oh bah tiens, qu'est-ce que c'est que cet animal tout pipou? Ne serait-ce pas un carlin? Bien entendu, l'animal le plus graphique, le plus cinématographique et le plus mignon de l'univers, même dans 80 siècles. Paul s'est sapé et se prépare à aller affronter les épreuves de la boîte. La Vioque use de télépathie pour le plier à sa volonté. Et il fout sa main dans la boîte où il endure les pires souffrances. Bon, en fait, la révérende mère, c'est juste la descendante de Dolores Sombrage avec la punition d'Harry Potter. Alors, ouais, ok, hein, la boîte, c'est pas exactement une soirée crêpe, mais tout ça se passait dans la tête, hein, puisque finalement, la main va très bien. Contrairement à Harry Potter, qui lui en a vraiment chié. Donc, il y a 5 minutes, Mère Teresa était terrifiée que Jessica ait mis au monde le cousin ça dérape, mais finalement, il se pourrait bien que ce soit le gars qui va pouvoir aller là où les femmes ne peuvent pas aller. Où nous ne pouvons aller, il ira. Et qui doit apprendre à d'abord utiliser la voix. Encore une histoire limpide, comme seul David Lynch en a le secret. Paul revient sur le fait que son père va bientôt crever. Que va devenir mon père? Pourquoi mourrait-il? Et les deux se barrent sans lui donner d'explication. Pendant ce temps, sur Geddy Prime, Grima langue de serpent, avec les sourcils de Cara Delevingne. Ouais, tout le film, c'est un vrai concours de pilosité suboculaire. Et avec la voix de Bruce Willis débarque. Ma seule volonté que mon esprit se meut. Il récite un mantra tout en buvant de l'alcool de prune du pépé, et on pense que c'est pour conduire son vaisseau, mais en fait non, c'est juste un train sur un monorail. Tu as juste à régler la vitesse. Il y a un train et une ligne. Et on arrive dans le temple du luxe, de la beauté et du raffinement, un apéritif, hein, pour les plus intrépides d'entre vous, bah, c'est dimanche, c'est 11h, et cette mise en appétit vous est offerte par David Lynch. Ah, mais quelle horreur! Putain, mais c'est vraiment dégueulasse, quoi! Les mecs sont tous roux, quoi! Bouh, pourrait prévenir, quoi! Bref, les to-be mutilés sont en train de faire le petit soin cutané au baron Harkonnen, quand Piter vient faire son rapport. Donc on est sur de la machination, du complot, hein, ce genre de réjouissance, en vue de buter le duc Leto et de prendre le pouvoir. On comprend pas tout, parce que c'est toute la beauté subtile des trous dans le scénario, mais visiblement, ça semble pas se passer exactement comme il voulait. Donc le baron appelle ses neveux, dont Sting, avec la voix de Marty McFly. Qui est ce traître? Piter prend bien soin de leur expliquer le plan, bah, exactement comme on ferait dans la vraie vie. Hein. Soyez des plus discrets. Donc là, je vais poser ma caméra sur son pied. Ensuite, je vais allumer les lumières, vérifier la batterie et la place sur la carte SD, avant de tester les micros. Et ensuite, j'appuierai sur le bouton pour enregistrer. C'est histoire de bien clarifier encore plus cette histoire jusque-là aussi limpide que le jus purulent des furoncles du baron. Et ils sont vraiment tous énervés. Ok, non, ok, je pensais que... Non, ah ouais, le mec est tellement vénère qu'il se met à s'envoler pour prendre une petite douche de jus de gigot. Voilà, je vous laisse voir vraiment le film, je veux pas vous spoiler la beauté de cette scène, surtout si vous êtes à table, hein, vraiment mise en appétit. On retrouve la famille Atreides avec la plus belle créature de l'univers, qui arrive dans un vaisseau en orbite. Et là, on se dit que ce qu'on voit là, ces plans de cette qualité, c'est seulement 7 ans après le premier Star Wars. C'est quand même juste impressionnant, quoi. Le vaisseau courbe l'espace, ce qui permet de se déplacer sans se déplacer. Le caca crotte de nez tardigrade navigateur de la guilde fait des trucs que je suis même pas sûr de savoir ce que je regarde. Et bim, le rouleau de sopalin géant arrive sur Tatooine. Dune. Bon, les mecs arrivent sur Arrakis, mais ils sont bien emmerdés parce que, bah, il y a le fameux peuple aux yeux bleus, hein, les Fremen,
dont on ne sait rien ou si peu. L'eau, c'est la vie. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Moi je pensais que c'était le gras, hein, mais soit. Tufir a visiblement un petit problème de gestion de la colère, parce que bon, le bouclier n'était pas en place. Okay. Mais voilà, bah, c'est fait, c'est pas la peine de s'énerver comme ça, quoi. Paul et Leto rencontrent le Dr Kynes avec la voix de l'architecte dans Matrix. Écologiste impérial, sire. Alors lui, il a les yeux bleus, mais c'est pas un Fremen. Comme expliqué précédemment, les yeux bleus, c'est juste dû à une surconsommation d'épices. Chez nous, tu consommes trop d'épices, bon ben tu sens le curry, hein, mais bon, bah, chez eux, bah t'as les yeux bleus. C'est pas une caractéristique génétique des Fremen, quoi. Kynes est au service de l'empereur, ce que Paul s'empresse de répéter dans sa tête. Servir l'empereur. Et vous allez voir qu'en fait, bah, il va le faire régulièrement pendant tout le film. Le docteur explique comment fonctionne la tenue qui va leur permettre de boire leur propre sueur et leur propre urine. Ça me rappelle une soirée qu'on a fait avec Yann. Oui, j'ai oublié de vous dire, bon appétit. Et là, le toubib est sur le cul parce que Paul est tellement doué, c'est tellement l'élu de Godin qu'il a réussi à enfiler sa combinaison tout seul. Vous avez déjà porté un distil? Non. Comme son père également, a priori. Je vois pas bien à quel moment tu t'extasies quand un mec a réussi à enfiler son blouson, mais apparemment, ça fait partie de la prophétie. Oui, parce qu'il y a des prophéties surtout, y compris sur des mecs capables d'attacher leur lacet tout seul. Bon, les mecs partent en goguette pendant que Hal continue de trahir la famille Atréide. Pendant la balade dans le désert, ils aperçoivent un ver, une espèce de monstruosité de 150 mètres de long qui bouffe les moissonneuses. Et donc, bien entendu, juste au moment où ils arrivent, une des moissonneuses se fait justement attaquer. Leto décide donc d'aller sauver les gars au détriment de la récolte. 26 gars contre la ressource la plus précieuse de l'univers. Vous le sentez qu'il va se faire taper sur les doigts, le gars? Oui, parce qu'on résume, on a une planète qui abrite un trésor inestimable, avec 3 pelés ennemis qui se la jouent rebelles, et quelques vers qui font chier. Et bien entendu, personne sur les autres planètes ne s'est dit qu'ils allaient sécuriser la récolte, faire des enclos, des zones sécurisées, mettre des militaires, des engins pour buter les vers et tout. Non, trop compliqué. Et donc on arrive à ce genre de péripéties incroyables. Merci le scénarium. Bref, ils sauvent les ouvriers, Paul se retrouve en contact avec l'épice et il décolle avant que la teub géante bouffe la récolte. Et Kynes trouve finalement le duc assez cool. J'aime bien ce duc. Paul rentre chez lui quand il distingue un chercheur-tueur. Le truc bien discret qui ne fait pas de bruit et heureusement... L'obscurité est trop grande pour qu'il distingue nettement les choses. Alors nous c'est pas pareil, nous on voit comme en plein jour. Mais dans le film, c'est l'obscurité. Personne n'a pensé à le recouvrir de noir, préférant un subtil mélange or et argent beaucoup plus efficace. Une Fremen débarque avec les yeux bleus et toute la panoplie. Elle vient lui dire qu'il y a un traître dans la maison Atréide, mais sans lui dire qui. Si, c'est déjà un début d'information. Et on découvre un Harkonnen mort dans la citadelle, mais finalement le palais est sécurisé. Voilà. Nous sommes impénétrables. Ah, même Paul? Pas non, parce que à l'occasion, Bref, alors qu'ils viennent de subir une attaque, Leto se dit que c'est une bonne idée d'aller se balader tout seul dans les couloirs à la fraîche et tombe sur la meuf d'NCIS à moitié morte. Et il se fait attaquer à son tour par Hal, qui l'a trahi donc, et qui lui propose un marché. Enfin, en même temps, il n'a pas bien le choix. Tu te suicides en tuant le baron et je sauve ton fils, ou sinon... Voilà. Bon, finalement, ils se font attaquer salement par les Harkonnen qui détruisent tout, le baron débarque face à Paul et Jessica ligotés, et il ordonne à ses gars de les tuer. On avait ordre de les tuer. Alors tu l'es. Donc là, forcément, le coup de couteau, c'est le truc le plus logique. Mais bien entendu, comme tout bon film blindé au scénarium qui se respecte, le méchant explique son plan et trouve une idée bien plus brillante pour aller les buter. Peut-être vaut-il mieux que vous finissiez dans les entrailles d'un ver. Bon, là, les gars sont en guerre, mais en vrai, ça va, ils sont pas trop méchants puisque les armes ne tirent pas. Et Duncan se fait tuer. Ainsi que Hal après avoir trahi le duc Leto. Paul et Jessica sont donc emmenés vers le repère du tout-puissant Sarlacc, et Paul, qu'ils n'ont pas jugé bon de bâillonner, probablement qu'ils avaient qu'un seul bâillon, s'essaye à la voix. Ne touchez pas ma mère. C'est de la télépathie, quoi, sauf que oui, il faut parler. Bon, il n'est pas encore très à l'aise avec la technique, donc en fait, il force juste le gars à enlever le bâillon de sa mère, qui elle maîtrise beaucoup plus le truc, quoi. Et elle ordonne au gars d'aller buter son pote, qui nous fait une Marion Cotillard, et ils s'en sortent. C'est si compliqué que ça de simuler la mort, je comprends pas en fait. Le baron se retrouve avec Leto agonisant. Leto qui a donc le pouvoir de buter le baron grâce à sa dent piégée, mais bon, il le loupe et ne tue que Piter. En vrai, je pense que c'est juste le plan le plus ingénieux et génialement exécuté de l'histoire du cinéma, à égalité avec le plan de Lex Luthor dans Batman v Superman. Franchement, c'est un chef-d'œuvre de subtilité, d'intelligence et d'efficacité. Bref, Leto est mort et Jessica le sent. Il se crache et se planque derrière des cailloux, et Paul rêve d'un bon pancake. Probablement que c'est l'heure du petit-déj. Et un pancake transparent, puisqu'on voit les étoiles à travers. Paul a des visions du Carlin mutant zombie du début qui dit vouloir le tuer. Un petit clip de prévention contre les drogues dures,
Et les Harkonnen finissent de tuer tous ceux qui restent à tuer. Paul et Jessica partent dans le désert, mais doivent échapper aux vers. Et c'est là qu'on comprend la vraie menace du film. Depuis le début, on nous parle de ces fameux vers, hein, ces espèces d'immenses bestioles qui parcourent le sable. Mais à mon sens, il y a méprise. Hein. C'est pas les vers dont il faut avoir peur, c'est les fonds verts. Hein. C'est eux qui font vraiment peur. Les fonds verts, pas les vers des sables. Donc là, on a la vue à l'intérieur bah si, vous savez, quand deux personnes s'aiment très fort et que... Oh, ça va, vous y avez tous pensé, bande de gros dégueulasses, venez pas me dire le contraire. En sentez-vous l'odeur? Non, là c'est trop, on va gentiment passer à la scène suivante. Hein. Le ver casse tout et Paul tombe au pied du monstre qui finit par se tirer. Ça voudrait dire donc que quelqu'un d'autre les a attirés. Et là, il tombe sur les Fremen. Jessica est alors très étonnée de la furtivité des gars qu'elle n'a pas entendu arriver. En même temps, elle était un petit peu à 200 mètres en train de se faire attaquer par une teubie de la taille d'un super-tanker. Il y a peut-être corrélation entre les deux. Donc là, ça part direct en marave parce que fuck la diplomatie. Hein. On agit, on réfléchit. Et Paul rencontre la fameuse Shani dont il rêvait hein, et lui donne le surnom d'Usul. Ici, tu prendras le nom de Usul. Oh non, sérieux. On va vraiment devoir partir en analyse politique là, c'est obligé. Mais il te faudra choisir un nom d'homme aussi. Ah ouf, non, ça me rassure. Bah je propose Thibaut InShape du coup. Cette blague va tellement mal vieillir. Désolé si vous voyez cette vidéo en 2025, hein, quand le drama aura coulé sous les troncs. Et les Fremen amènent Paul et Jessica dans leur spa privé. Un nain découpe une vache dans un couloir quand Rabban se sert directement à la source. Malgré leur finesse et leur raffinement de Normands, on m'enlèvera pas de l'idée que c'est quand même un peuple un poil problématique. Réduis ces hommes en esclavage. Moi je serais l'empereur, j'essaierais quand même plutôt de les buter eux que les Atreides. Jessica devient la grande conseillère à la place de la vieille d'avant qui nous fait une Padmé. Elle n'a plus la volonté de vivre. Et elle accouche, parce que c'est tout à fait pratique. Paul se retrouve à la tête d'une petite armée et veut buter les Harkonnen. Et ensuite, il veut détruire les épices. Il faut détruire la totalité de l'épice produite sur Arrakis. Celui qui détruit une chose est maître de cette chose. Alors, non, d'expérience, quand tu détruis ta bagnole dans un platane, derrière, t'es juste maître de tes sandales, hein. Comprends pas bien la manœuvre, là. Le gars veut saccager la récolte pour forcer l'empereur à négocier. Moi, de mon point de vue, ça va surtout le pousser à envoyer ses légions pour exterminer votre pitoyable petite bande. Mais bon, on agit, on réfléchit. Paul se retrouve instructeur d'un art qu'il ne maîtrisait pas il y a 5 minutes, et finalement, tout le monde y arrive assez bien. Il a son armée, et il lui manque encore un tout petit truc pour être vraiment le taulier, apprivoiser un ver des sables. Comme Jake Sully avec le Turok Makto. C'est un peu chiant à garer, mais quand même, ça fait classe quand tu débarques, quoi. Il plante donc un truc dans le sable pour attirer le ver, attend qu'il arrive à côté, monte dessus, et voilà, pas plus compliqué. Et toujours, ce fond vert. Paul a son armée et mène sa petite attaque. Et il répète encore ce qu'il avait dit un peu avant. Quand l'épice sera épuisée, tous les yeux seront braqués sur Arrakis. Ah non, mais je vous avais dit, c'est sa spécialité. Il répète tout. Il dit tout 15 fois dans le film. C'est probablement histoire de le rendre encore plus clair. Pendant 2 ans, Paul mène la révolte, et puis du coup, comme prévu, les gars de la guilde sont pas ultra contents. Et donc, ils mettent un petit coup de pression à l'empereur, qui envoie 50 légions. Je veux 50 légions de Sardaukar sur Arrakis, c'est tout de suite. Enfin, j'ai envie de dire. Là, Paul commence à sentir que c'est très mauvais pour son cul, et décide d'aller boire l'eau de vie. Alors, si c'est la même que celle de Tonton Fernand, ça risque de faire du dégât. Tout le monde se met à pleurer et à gerber du sang, y compris sa mère et sa sœur de 8 ans. Ok. Et donc, ok, non, c'est bien ça, c'est bien la même eau de vie que celle de Tonton Fernand, à base de châtaigne et de jus d'hérisson. De nouveau, un clip contre l'usage des drogues dures, et il se réveille avec les yeux bleus sous le regard bienveillant des teubs géantes. Le dormeur s'est réveillé! Toutes les armées se mettent en place pour se foutre sur la gueule une dernière fois. Et l'empereur débarque avec ses vaisseaux magnifiques. Encore une fois, on est 7 ans seulement après Star Wars. La sœur de 8 ans de Paul est envoyée comme émissaire, seule auprès de l'empereur. La gamine parle comme Dany dans Shining. J'exige que vous disiez d'abord qui je suis. Ce qui fait flipper la mère supérieure. Paul met sa tenue de vulcanologue pour faire péter 2 cailloux, puis il ne l'a plus le plan d'après, et ils attaquent les forces de l'empereur. Encore une fois, j'insiste, le film... C'est sorti 7 ans après Star Wars. Regardez-moi comme c'est beau, et réaliste, et bien fait, avec amour. Les forces de Paul commencent à prendre le dessus, Alia bute le baron qui se fait bouffer par le sarlac. Bref, ils gagnent, Paul et les Femen se retrouvent face à l'empereur, aux gars de la guilde, la vieille sorcière et face également au dernier Harkonnen, Sting. Ils s'affrontent au couteau dans un combat somptueux qui inspirera les plus grands, jusqu'à Steven Seagal lui-même. Et comme on s'en doutait, Paul finit par gagner. Un petit discours de fanatique religieux. Nul ne peut aller contre la parole de Dieu. Et pour une certaine raison, il se met à pleuvoir. D'où vient l'eau?
mais les mecs vont enfin pouvoir prendre une douche pour la première fois depuis 5000 ans, et générique. Eh bah putain, quelle merveille, waouh, on n'en sort vraiment pas indemne, hein. Ça me donne vraiment envie d'aller passer une semaine chez mon pote en Tunisie, vive le sable. Vraiment, le visuel, le montage, l'intrigue, les sous-intrigues, les sous-intrigues, les noms à rallonge, tout est d'une clarté aveuglante. Absolument rien dans ce film n'est à jeter, et je comprends que David Lynch ne se soit pas senti les épaules d'assumer une telle merveille. Si vous le cherchez, le génie est parti sur Arrakis.